Bonjour. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges vous invite à visiter sa toute nouvelle exposition qui s'intitule Temps moderne, l'objet domestique au début de l'ère industrielle. C'est dans la petite salle du musée. L'exposition va être en cours durant toute l'année 2021, en fait jusqu'au 22 décembre. L'exposition présente des objets de la collection du musée qui sont témoins d'une époque vraiment importante dans l'histoire de l'Occident, puis je dirais même dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle une révolution industrielle. C'est-à-dire que on connaît un nouveau mode de production des objets. Ça va jusqu'à l'architecture, mais dans l'exposition, on s'en tient aux objets domestiques. Dû à l'industrialisation, donc l'utilisation du pétrole, de l'électricité. Bon, la révolution industrielle était précédée avant de la création du chemin de fer et des canaux qui permet une circulation des biens, en fait, à large échelle. Donc, on passe d'une société, je dirais, de production artisanale, plus agraire, à une société commerciale, industrielle, plus urbanisée. Donc, on retrouve à ce moment-là dans les maisons des innovations qui fascinent en fait. On a une petite salle, donc on s'en tient aux objets domestiques qu'on trouvait dans les maisons fin 19e, début 20e, puis on a regroupé ça en des sous-thématiques pour qu'on puisse vraiment avoir des objets témoins là, qui nous parlent là, vraiment d'une façon très explicite de cette nouvelle ère industrielle. Une première sous-thématique, c'est les innovations. Ça peut sembler étrange, mais en fait, ce que cette époque-là a permis de réinventer des objets que les gens connaissaient déjà, et en inventer des nouvelles aussi. Dans la vitrine, on a quelques artefacts vraiment intéressants, encore tous issus de la collection du musée. On a un batteur à à manivelle, qui semble tout à fait banal, mais quand c'est sorti à la fin, en 1870 environ, c'est la compagnie Dover aux États-Unis qui a inventé ça. À ce moment-là, on a même baptisé dans les livres de recettes la recette des œufs battus d'Overing Eggs, pour montrer que vraiment c'était cet outil-là qui a permis en fait d'apporter un accessoire domestique nouveau qui nous permettait de faire une recette que les gens devaient connaître avant, mais qui était, on battait les œufs manuellement, tout simplement avec une cuillère. Un autre exemple, c'est la cuillère à crème glacée conique à ce moment-là, parce qu'avant que la cuillère à crème glacée en forme de boule soit inventée, on en faisait une conique. J'imagine que c'était plus simple à produire d'une façon industrielle, avec une petite manivelle qu'on tourne, qui fait tourner une lame, qui permet à la crème glacée de se détacher de la cuillère. À ce moment-là, on n'avait pas besoin de 2 cuillères pour se faire un cornet de crème glacée. Ce sont simplement des exemples qu'on trouve dans nos innovations, dans notre vitrine innovation. Notre deuxième sous-thématique, c'est la section fonte et fer blanc. En fait, c'est qu'il y a des nouveaux matériaux qui ont permis de produire ces innovations-là dont on parlait tantôt. La fonte, c'est quelque chose d'exceptionnel à la fin du 19e siècle. En fait, la fonte, c'est un alliage de fer assez malléable. Une fois fondu, c'est qu'on pouvait mouler dans des presses, des moules industriels. Même chose pour le fer blanc, en fait, qui est de la tôle recouverte d'étain, qu'on pouvait produire en pièces détachées quand on assemble ensuite. Encore là, dans des presses à emboutir, ce qui était fait auparavant par des artisans, le fer blantier, était maintenant produit de façon industrielle. Des beaux exemples qu'on a dans notre vitrine, on a ici un moule à muffin ou à petits gâteaux qui donne des formes décoratives aux pâtisseries. On a aussi une tasse, en fait, c'est une mesure là, qui représente une demi-pinte. Ce qui est intéressant dans ce petit objet-là de fer blanc, c'est qu'il y a une identification du producteur qui s'appelle A. Aubry et Fils, qui est un producteur québécois, en fait, qui avait une ferblanterie industrielle à Montréal, sur la rue de Lorimier, à partir des années 1874, si je ne me trompe pas. A. Aubry et Fils, seul manufacturier canadien-français de ferblanterie en morceaux. Fait qu'on voit que l'industrie, c'était pas simplement de la production faite à l'extérieur du pays. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs d'ici qui produisaient dans différents domaines.
Ah, Aubry et Fils en est un bon exemple. Ça, c'est une petite annonce qu'on a retrouvée dans un journal par une recherche là, dans la BANQ. La vitrine sur le design industriel est aussi quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, c'est une nouvelle activité artistique qui apparaît aussi avec la révolution industrielle. Donc avant, c'était des artisans qui pouvaient fabriquer les objets. On retrouve sur les objets d'utilisation courante beaucoup de motifs décoratifs là, produits par les artisans qui ont dû s'adapter à l'industrie en fait pour ne pas avoir tout simplement des outils banals faits d'une forme trop simple. Donc le métier de designer est apparu aussi avec ça. C'est qu'à ce moment-là, les objets d'art domestique courants qu'on trouvait dans les maisons étaient ornés de différents motifs qui proviennent de différents styles. Quelques-uns dans la vitrine, simplement pour illustrer le propos, ici on a deux belles théières, une en forme de courge qui a été produite par une fabrique allemande, Edward Hueck, qui existait vraiment, qui ont commencé à inventer de nouvelles techniques de production du métal. Ça, c'est une théière en étain qui a une forme de courge, qui est représentatif d'un courant artistique qu'on avait à cette époque-là, qui est le courant Art Nouveau. Entre, je dirais, 1890 et 1914, on appelle la Belle Époque. Hein? C'est l'époque qui précède la Première Guerre mondiale, donc une époque de relative prospérité là, qui va dans le courant de ce qu'on parle ici, là, de la Révolution industrielle. Il y a un style qui apparaît, qui s'inspire beaucoup des formes de la nature, des formes courbes, des arabesques qu'on retrouve dans les objets, on retrouve dans l'art figuratif, au niveau de l'architecture aussi. Donc ici, on a deux bels exemples. La théière en forme de courge de Edward Hueck. D'ailleurs, c'est allemand, ça c'est intéressant parce que le terme Art Nouveau en Allemagne s'appelle Jugendstil, excusez mon accent, qui veut dire l'art des jeunes. C'est quelque chose de complètement innovateur, en fait, au niveau des arts. On a une belle théière en cuivre à côté, avec là, on voit toutes les formes de courbes, d'arabesques, très stylisées, qui est aussi très représentatif de cette forme d'art. La section verre et céramique nous donne un autre type d'objet représentatif de cette époque. Évidemment, les presses industrielles ont permis d'abord en Amérique, de produire une quantité innombrable d'articles de verre de toutes sortes. Dans l'expo ici, simplement comme exemple, le verre Carnaval au début du 20e siècle était très, très, très populaire. C'est un verre coloré, iridescent. En fait, c'est qu'on retrouve aussi des traces comme si on avait de l'huile sur une flaque d'eau. On avait des couleurs un petit peu délavées là, qu'on retrouve dans le verre, qui était produit par des sels oxydants qu'on mettait sur le verre, qu'on refaisait cuire, ici, qui nous donne des verres vraiment très, très colorés, magnifiques, de différentes formes, des coupes à bonbons, des plats de présentation des aliments, etc. On en a quelques-uns dans la salle. Au niveau de la céramique, il y avait au Québec les poteries de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui produisaient beaucoup de céramique à partir des années 1860 jusqu'au début du 20e siècle. Des industries très, très, très prospères qui s'inséraient beaucoup dans le courant de l'art industriel. Un exemple ici, on a un petit pot avec un motif décoratif qui représente un épi de blé. On pourrait aussi la retrouver dans la section design industriel. On a aussi une théière avec le même motif. Ça, c'est intéressant parce que c'est un motif qui a été utilisé beaucoup dans la région du Staffordshire en Angleterre, qui était aussi des grands producteurs de céramique, en fait, de la faïence. Hein. On dit que c'est de la semi-porcelaine. C'est quelque chose, une porcelaine qui est plus résistante. Enfin, en fait, la faïence est plus résistante que la porcelaine pure qui est d'origine chinoise, qui permettait l'exportation puis le transport des marchandises. Ça, on retrouvait beaucoup ça sur les tables de nos cuisines au Québec aussi, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Puis la production qu'on avait à Saint-Jean-sur-Richelieu était très, très, très importante. Fait qu'on a quelques éléments dans l'exposition qui représentent cette industrie-là, simplement à titre d'exemple. Section magasin général.
nouveau type de production. Là, on parle de production de masse. Là. On produit en série avec la chaîne de montage là, une quantité innombrable d'objets. Le chemin de fer permet de répartir ça partout. Je parle de l'Occident. Quand je dis partout, c'est vraiment en Amérique au complet, puis en Europe. Donc, une nouvelle mise en marché. Les magasins généraux s'adaptent aussi à ce que les gens demandent ces produits-là. Fait qu'on retrouve moins d'objets en vrac qui étaient vendus en mesure, puis on retrouve beaucoup plus d'objets qui arrivent au magasin déjà préemballés, avec des identifications soit sur le verre, soit sur le fer blanc, soit sur des objets de métal, où on retrouve le nom du producteur ou le nom du produit avec le producteur pour vraiment avoir une promotion qui nous démarque des autres. Hein? On commence à avoir une compétitivité là, au niveau de la production. Ça, c'est vraiment marqué avec la révolution industrielle. Fait qu'on a des beaux exemples dans cette vitrine-là de boîtes, de produits qu'on trouvait chez les commerçants. Beaucoup à Montréal, on a une boîte de thé, 2 boîtes de thé, identifiées au produit avec l'adresse du commerçant. Ça, c'est intéressant aussi. On a la boîte de biscuits de la compagnie Viau, qui est une autre compagnie québécoise très prospère, qui a pris naissance vraiment là, à la fin du 19e siècle. Ça a commencé, je crois, je ne sais pas la date exacte, là, mais je crois que c'est en 1868 que Charles-Théodore Viau a mis sur pied une boulangerie qui est devenue, je crois, en 1873, une fabrique de confiserie. Là. Vraiment, les biscuits et les bonbons Viau commencent à être répandus à ce moment-là. Il y avait une usine sur la rue Notre-Dame qui a déménagé sur la rue Ontario. Vraiment un industriel très, très prospère, puis une industrie aussi qui s'est perpétuée à travers les générations dans la famille Viau. Fait qu'on a aussi une belle boîte à biscuits qui servait aussi de présentoir dans les magasins parce que on a un couvercle ici qui est en verre, qui nous permet de voir le produit à l'intérieur. Autant que ça servait pour la présentation. Ensuite, on avait le couvercle de fer blanc qui pouvait être refermé pour pouvoir vendre le produit. J'aimerais juste dire 2 mots sur 2 nouveaux matériaux qu'on trouve à cette époque-là. On a une cafetière ici en métal émaillé. Vous voyez la cafetière, on retrouvait beaucoup ça dans les hôpitaux. Tout ce qui était les produits dans les cafétérias d'hôpitaux pour servir évidemment les repas aux malades était souvent présenté dans des produits en métal émaillé. Ici, on a une belle cafetière qui nous vient des Sœurs de Sainte-Anne ici, qui existaient à la fin du 19e siècle à Vaudreuil comme telle, au couvent des Sœurs. Puis cette cafetière-là proviendrait de cette époque-là. L'intéressant avec le métal émaillé, c'est que c'est beaucoup plus léger, c'est très durable, ça remplaçait les objets en fonte qui étaient très lourds à manipuler. On pouvait avoir de la couleur en plus. Puis ça aussi, ça finit par céder sa place assez rapidement aux objets d'aluminium. On a une cafetière Ware-Ever ici, en aluminium, du début du 20e siècle. La compagnie Ware-Ever est une compagnie américaine, mais qui avait une maison de production au Canada, à Shawinigan, qui a commencé à produire dès 1902, qui était Northern Aluminium Company, qui est devenue l'Alcan en 1925, l'Aluminium Company of Canada. La dernière thématique que l'on illustre dans l'exposition Temps moderne, c'est les outils industriels. Bon, je voulais aborder un petit peu ça parce que ça aussi, il y a eu énormément de changements qui s'est fait à la même époque, là, fin 19e, début 20e. Bon, dans notre vitrine, on a des outils faits par des petits industriels québécois. En fait, on parle aujourd'hui de petites et moyennes entreprises. Ça existait à cette époque-là aussi. Dans la région de Roxton Pond, région de Granby, il y avait beaucoup de petits producteurs d'outils, des rabots, des varlopes, qui étaient identifiés avec le poinçon de la compagnie. On en a un ici qui est identifié par A. Monty, qui est Adélard Monty, un producteur de Roxton Pond, qui est parti des petits producteurs industriels, en fait, d'outils de fin du 19e siècle. Beaucoup de ces petits producteurs-là ont été rachetés par des plus gros. Hein? On est à l'époque de la compétition, de l'industrie. La compagnie Stanley, une grosse compagnie américaine, a racheté beaucoup de ces petites industries-là. Ici, on a des exemples aussi de l'outil Stanley, dont
Un rabot universel. En fait, c'est un outil qui permet, avec le même rabot, de produire ce qu'on faisait auparavant avec différents types de labots, différents types de moulures qui devaient être adaptés à chaque outil. Parce que là, on changeait la lame sur l'outil. Le même outil pouvait faire une série de types de mouluration différentes. C'est quelque chose de très innovateur. Un dernier élément que j'aimerais souligner, c'est la machine à écrire, The Empire, qui représente un nouveau métier qui est apparu à l'époque. On parle de production de masse, de production en série, vraiment. À ce moment-là, on avait besoin du métier de secrétariat qui se développe, puis qui est devenu un métier que les femmes ont pratiqué. Auparavant, c'était plus relié aux hommes, mais c'était plus à petite échelle. À ce moment-là, on avait besoin d'outils pour gérer les masses de factures, puis de commandes, puis de lettres qu'on devait produire. Donc, la machine à écrire est devenue un instrument vraiment très, très, très important dans ce nouveau type de production industrielle-là, par l'intermédiaire du métier de secrétaire aussi. Donc, c'est un témoin de l'époque, avec tous ceux qu'on a parlé, mais il y en a énormément. On a près d'une centaine, en fait, de témoins de cette époque-là dans l'exposition. On vous invite à venir faire votre tour et de les découvrir par vous-même durant l'année 2021.